Bienvenue pour ce rendez-vous mensuel de la Golden Globe Race. Nous sommes ici sur le ponton Vendée Globe de Port-Olona, au cœur de l'agglomération des Sables d'Olonne, d'où est partie cette course, la Golden Globe Race, le 1er juillet dernier. Je suis avec Christophe Favreau, donc le reporter officiel de cette Golden Globe Race. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous allons donc faire un point sur ce premier mois de course. Et ce point-là, j'ai envie, Christophe, qu'on le commence tout simplement avec le village. 2 semaines de village qui ont eu lieu ici entre le 16 juin et le 1er juillet. Qu'est-ce qu'il en ressort déjà de cette première étape? Dans un premier temps, déjà, ce qui était sympa, c'est de voir enfin les bateaux arriver, parce que finalement, ils arrivaient de Falmouth et moi-même, je ne les avais pas vus. J'en avais vu quelques-uns qui étaient venus se préparer. Mais là, on avait la flotte en entier qui est venue s'apponter sur ce ponton du Vendée Globe. Pour ceux qui connaissent les Sables d'Olonne, et ils sont nombreux, c'est quand même un ponton qui est devenu assez mythique dans le domaine de la course au large. Et là, voilà, il était rempli de bateaux colorés, les bateaux de la Golden Globe Race. Et ce qui était vraiment sympa, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait beaucoup de bateaux de légende. Il y a Sueli qui est venu, il y a Joshua qui est venu, il y a Gypsy Mode qui était le bateau de Sir Francis Chichester qui a fait un premier tour du monde avec une seule escale, etc. Enfin bref, tout ça c'est pour dire que c'était devenu un espèce de concentré symbolique d'histoire de la course au large et de la course au large en solitaire, ce qui veut vraiment dire quelque chose de fort ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai apprécié, notamment aussi à travers tous les skippers qui sont venus voir les marins. Il y avait évidemment Sir Robin Knox-Johnson qui est venu à bord de son bateau, donc Sueli. Et le vainqueur de la course originelle, qui est ce qu'il faut savoir que la Golden Globe Race 2018, si vous regardez, vous le savez, mais c'est une recréation de la course originelle qui a donné le premier marin à parcourir le monde en solitaire, sans escale et sans assistance, donc Sir Robin. Il y avait Sir Robin, mais il y a aussi des gens du premier Vendée Globe qui sont passés. Moi j'ai croisé Philippe Poupon, il y avait aussi Loïc Perron qui est venu avec son petit trimaran jaune qui est lui-même une réplique du bateau qui a gagné la première route du Rhum. Enfin voilà, il y avait toute cette ambiance historique, symbolique, toute cette épaisseur qui fait l'histoire de la course au large et sa beauté aussi. Et tout ça s'était réuni sur le ponton du Vendée Globe au Sables d'Olonne, donc c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais été fait avant, donc c'était quand même de vivre ça, c'était un privilège, enfin pour moi qui aime beaucoup la voile et la course au large. J'étais content d'être dans cet environnement-là. Donc pendant 15 jours, ça a duré. Il y a eu des animations au village qui étaient vraiment sympas. Beaucoup de public pendant ces 2 semaines. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur ce village. Des animations, de la musique. Beaucoup également de baptêmes sur des vieux gréements, puisqu'il y avait la flotte historique de la Golden Globe Race. C'est vrai qu'on pouvait naviguer sur Joshua, ce qui est toujours intéressant. Joshua, c'était le bateau de Bernard Moitessier, sur lequel qui a donné naissance à la longue route, cet ouvrage qui fait un petit peu référence quand même pour les gens qui s'intéressent à la navigation au large. Donc oui, il y avait toute cette ambiance que je qualifierais de symbolique et en même temps qui était au-delà des symboles, qui était réel. On avait des gens comme Sir Robin qui sont des légendes vivantes et qui étaient là, qui pouvaient nous parler de cette histoire qui date de 50 ans maintenant. Donc ça, c'est si je devais garder une image comme ça de ces 15 jours précédant le départ, ce serait celle-ci, cette espèce de densité historique et symbolique qui était palpable. Cette densité palpable aussi le jour du départ, donc le 1er juillet, puisque les bateaux ont quitté le ponton à partir de 10h pour un départ à midi 12h05 précisément dans la baie des Sables d'Olonne. Beaucoup de public là également, 35 000 personnes le long de ce chenal mythique des Sables d'Olonne. Beaucoup d'émotions aussi sur le ponton. Toi Christophe, tu y étais, raconte-nous un peu cette journée de départ. Un départ de Tour du Monde, c'est jamais anodin, particulièrement sur des bateaux qui avancent en moyenne à 5 nœuds. Ça veut dire que les gars et Suzy, ils partent pour théoriquement 8 ou 9 mois de navigation. Donc
forcément, pendant un laps de temps aussi long, il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, ils partent vraiment à l'aventure. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'alternative. C'est pas du tout anodin comme départ. Même si, effectivement, c'était un départ estival. C'était un départ dans des conditions relativement calmes. Donc c'est vrai que ça pouvait donner éventuellement en termes de météo une impression voilà, d'un départ paisible pour une régate côtière, mais c'était pas du tout le cas. Et je peux vous dire sur les pontons, c'est vrai que l'émotion elle était là parce que c'est grand revoir. On part faire le tour du monde tout simplement. Donc voilà. Alors, on parle des conditions calmes du jour du départ, mais des conditions calmes qui ont perduré aussi dans les jours suivants, oui. Puisque le golfe de Gascogne a été long. Oui, pour les 17 marins qui ont pris ce départ, et trop long pour un notamment. Oui, alors il s'est passé quelque chose qui a surpris pas mal de monde, mais en même temps qui donne toute la dimension aussi de ce tour du monde. On a Ertan Bescardès qui s'est arrêté donc à la pointe de la Corogne. Et il a admis très honnêtement qu'effectivement le fait de ne pas pouvoir communiquer avec ses proches lui ôtait tout plaisir à naviguer et à partir sur un projet comme ça. Donc en fait c'était, au-delà de la déception évidemment que ça a dû représenter pour lui, c'était un élément marqueur aussi de la dimension, de l'énorme challenge auquel s'affrontent ces marins, parce que il n'y a pas d'autre moyen, je pense, que de réaliser ce à quoi on s'affronte qu'en le vivant soi-même. Et j'ai eu cette discussion-là aussi avec Antoine Couzeau après, qui m'a fait part de ces considérations-là, en me disant c'est vrai que le départ, tout est beau, en plus la météo était là, on part pour un tour du monde, on s'est préparé, il y a toute cette bulle positive qui nous enveloppe, et d'un seul coup on se retrouve tout seul en mer, sans pouvoir communiquer facilement, et notamment avec ses proches, parce que c'est quand même les gens les plus importants a priori quand on a envie de se sentir bien. Et ça, c'est une vraie difficulté que je pense pas mal de skippers, ou en tout cas de marins engagés dans la Golden Globe Race, ont peut-être un peu sous-estimé, du fait de cette préparation, de cette folie un petit peu avant départ, qui étreint tous les navigateurs. Et alors Ertan, d'après ce que j'ai compris moi, parce que c'est une interprétation, il a été honnête lui en disant que voilà, il s'arrêtait parce que sa famille, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec sa famille était trop difficile, il ne se voyait pas vivre ça longtemps. Ce n'est pas les 6 jours qui l'ont gêné, c'est le fait de continuer dans ces conditions-là. Et ça, c'est quand même un point vachement important de la course, c'est que la solitude que vivent les marins de la Golden Globe Race, elle est énorme, quoi. Elle est vraiment forte, et elle est pas comparable à ce qui se fait aujourd'hui dans les courses à la voile. Cet échange avec Antoine Couzeau dont tu parles, donc ça c'est un échange que tu as eu aux Canaries, oui. Puisque l'étape suivante ça a été la porte des Canaries. Oui. Raconte-nous justement à la fois cet échange avec Antoine peut-être rapidement, mais aussi ce qui s'est passé à cette porte des Canaries. Il y a des anecdotes aussi, des anecdotes de mer. Mais déjà la première anecdote, c'est que Philippe Péchet a raté la porte des Canaries, il était tellement bien lancé qu'il en a oublié non pas de s'arrêter, parce qu'il savait qu'il fallait s'arrêter par là, mais disons voilà, il a un petit peu, je pense qu'il y avait un facteur à la fois de stress, enfin bref, il l'a expliqué lui-même, mais en tout cas ça c'était le premier point, c'était intéressant parce qu'il avait quand même pas mal d'avance, et là il a quand même perdu 4 heures. Alors quand on parle de s'arrêter aux Canaries, il s'agit bien de s'arrêter en mer, oui. Le temps de déposer des contenus. C'est pas vraiment en arrêt, on va dire, c'est un coup de frein. Voilà, c'est un petit coup de frein à une porte virtuelle. Voilà, on avait mouillé une bouée au large de la Marina Rubicon, donc à Lanzarote, qui était un de nos partenaires techniques, et les bateaux devaient passer donc entre cette bouée et la Marina Rubicon et s'arrêter freiner une vingtaine de minutes. Ça veut dire qu'il descendait la voile d'avant et il mettait un riz dans la GV. Donc ça nous permettait, nous, équipe de la GGR, de récupérer donc les contenus médias, c'est-à-dire que les bobines à développer, les lettres qu'ils voulaient remettre aux proches, etc. Et puis d'avoir un petit bout de discussion avec les marins. Donc c'est bon, là il n'y avait pas vraiment, ils n'étaient pas partis depuis très longtemps, donc on va
va dire que l'émotion était, si elle était réelle, elle était relative. Ça sera sûrement différent quand on sera en Tasmanie. Mais en tout cas, c'était marrant de voir effectivement, donc il y avait Philippe Péché qui était vraiment au taquet, qui manœuvrait de façon énergique. Après, on a eu Mark Slatz qui arrivait torse nu. Bon bah voilà, c'est un grand gaillard de 2 mètres qui a le record de l'Atlantique à la rame. Donc voilà, il y avait ce côté un peu puissant, guerrier. Voilà, guerrier. Voilà, il dégageait vraiment ça. Ouais, il dégageait vraiment ça. Et alors c'était marrant parce que ça contrastait énormément avec Jean-Luc Vandened, qu'on appelle affectueusement VDH. Et lui, il avait l'air de se réveiller le matin tranquille, d'une bonne nuit. Et il avait l'air vraiment frais. Il faut savoir que c'est le doyen de la course. Lui, il a 73 ans. Donc il a 5 tours du monde à son actif. Il part pour son 6e tour du monde. Oui, voilà. Donc c'était assez marrant parce que finalement, il était 3e. Il n'était pas non plus en mode pêche. Il était vraiment en mode course à fond. Mais il dégageait cette fraîcheur et cet enthousiasme. Il ne montrait pas ni d'inquiétude, ni d'affairement particulier. Il naviguait. En plus, quand il arrivait, il y avait beaucoup de vent. Donc voilà, il est arrivé comme d'habitude, bien réglé. On a discuté un petit coup, puis il est reparti tranquille, quoi. Et donc, oui, pardon. Ouais. Les Canaries, là on parle de choses, bien sûr des choses positives, amusantes. Malheureusement, les Canaries, ça a été aussi, c'est l'endroit où il y a eu des abandons, également d'autres abandons dans cette course. Alors, c'est-à-dire, oui, si on parle des abandons, l'abandon le plus significatif, c'était celui de Kevin Farbrover. Donc Kevin Farbrover, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a vraiment un profil d'aventurier, mais au départ, il est plus spécialisé dans la montagne. Donc il aime bien les environnements forts, la montagne en est un, il n'y a pas de problème. Et il voulait s'affronter un petit peu à l'élément marin, et finalement, ça lui a pas plu. Il n'a pas trouvé ses marques. Il m'a expliqué que, par exemple, il n'arrivait pas à faire confiance au régulateur d'allure, donc il a dormi dehors du début de la course jusqu'à son arrêt aux Canaries, parce qu'il avait l'impression qu'il se couchait dans une voiture sans pilote. Donc c'est intéressant de voir que voilà, la dimension, cette dimension-là lui a posé un problème, ce qui n'était pas le cas évidemment des autres marins qui se mettaient dans leur bannette quand il fallait dormir et qui ressortaient sur le pont quand il fallait barrer ou régler les voiles. Donc ça c'était intéressant aussi voilà, c'est pareil, il a eu l'honnêteté de le dire et il ne le sentait pas tout simplement, donc il a préféré s'arrêter et c'est sans doute beaucoup mieux comme ça. Et donc le régulateur d'allure qui lui en revanche est la cause d'abandon d'autres. Alors le régulateur d'allure c'est un petit peu compliqué parce que c'est difficile d'estimer si les gens, les skippers ne sont pas à l'aise avec le régulateur d'allure. Il y en a beaucoup qui m'ont dit la difficulté du régulateur d'allure, c'est quand on est en mode course, c'est de le pousser vraiment dans ses retranchements. Si on navigue un petit peu sous-toilé, bon a priori c'est plus facile. Donc a priori ce qui est un petit peu compliqué, c'est de trouver cette limite entre l'utilisation optimale du régulateur d'allure pour aller au maximum de la vitesse qu'il puisse offrir, et puis la petite marge en dessous où là on est. Enfin bon, il y a eu des vraies difficultés à tel point que certains ont dû s'arrêter pour les réparer, mais là c'était des problèmes mécaniques. Mais pour revenir au régulateur d'allure, il y a aussi visiblement une histoire d'usage qui n'est pas complètement maîtrisée. Ça on en reparlera sûrement après à la fin de la course, mais en tout cas pour l'instant c'est un petit peu l'analyse que je ferai de ces questions de régulateur d'allure, c'est qu'il y a à la fois effectivement peut-être des problèmes mécaniques, mais il y a aussi des problèmes d'usage. Donc ça je pense qu'il faut être un petit peu prudent par rapport à ces questions-là, et on en saura plus quand les marins reviendront, mais en tout cas voilà, ça a posé en tout cas beaucoup de difficultés, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, c'était un gros, ce qui est assez logique parce que c'est l'élément, c'est le duo obligé du marin, donc s'il y a des difficultés à ce niveau-là, c'est un gros problème. Donc là aujourd'hui les premiers viennent de passer l'équateur, c'est ça? Alors les premiers ils l'ont passé il y a 2-3 jours maintenant. Et là le peloton qui suit, qui représente Uku, il y a Suzy, il y a Harwig, et puis le 8e, je ne me rappelle plus trop, c'est Tapio Lehtinen. Donc là ils ont passé l'équateur aujourd'hui, donc voilà, ça progresse bien. Ils sont en moyenne, les premiers sont à peu près 10 jours en avance de Sueli, donc il a 50 ans.
Et puis le peloton, il est 3 jours derrière, donc ouais, ça avance bien, ça avance bien. Avec un décalage là déjà en latéral qui Alors, est en très latéral, marqué il y a un entre décalage Marc Slat voilà. et Philippe Péché ou Jean-Luc le plus à l'est. C'est Jean-Luc qui est le plus à l'est et il y a 750 000 ce matin sur la carto entre les deux, donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans les prochains jours. En tout cas, apparemment dans 4-5 jours il pourrait y avoir un gros coup de frein pour VDH et pour Péché. Et Marc Slat pourrait les déborder un petit peu donc, par son option ouest. Après, les différences ne sont pas celles exponentielles qu'on peut avoir sur le Vendée Globe. Donc après, c'est difficile d'estimer s'il est plus pertinent de rester sur la route directe en étant un peu moins rapide ou de contourner en espérant avoir un gain de vitesse qui soit vraiment important. Ouais, c'est ça, c'est contourner ce fameux anticyclone de Sainte-Hélène. Oui, voilà, ça c'est des configurations météorologiques classiques. Quand on descend vers l'Afrique du Sud, c'est les problématiques classiques. Un point pour le public, un point sur les 3 classements, puisqu'il y a 3 classements différents aujourd'hui dans la course. Il y a le classement officiel de la Golden Globe Race, d'accord. Il y a le classement Chichester. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur ce fameux classement? Le classement Chichester, ça concerne en fait les concurrents qui ont dû s'arrêter une fois. Et on ne peut s'arrêter qu'une fois pour rester dans le classement Chichester. Si on s'arrête 2 fois, on est exclu de la course. Donc le classement Chichester, c'est ça, c'est une façon de donner une chance à quelqu'un qui s'est arrêté, de le maintenir sur le tracker et de lui offrir la possibilité de continuer une course différente, mais une course quand même. Voilà. Donc aujourd'hui dans ce classement Chichester, il n'y a que Antoine Couzeau, puisque Istvan Kopar a été réintégré dans la Golden Globe Race 18, parce que l'organisation de la course a estimé qu'au vu de la situation qu'il avait vécue, ça ne le plongeait pas dans la catégorie Chichester, ça ne correspondait pas à un arrêt. Donc il a une pénalité de 24 heures et il conserve donc sa place dans la Golden Globe Race 2018. Un autre classement, c'est le classement Caruso. Un classement Caruso dans lequel on retrouve Francesco qui est parti le 21 juillet parce qu'il faisait partie des entrants, mais il n'a pas réussi à être dans les temps, donc il est parti tout seul sur son beau bateau jaune qui est un Endurance 35 comme Igor Zaretsky. Et la classe Caruso, en fait, c'est une classe qui permet d'apparaître sur le tracker de la course. Mais de ne pas sans y participer. Donc ça va vous permettre de le suivre, mais il ne fait pas ni partie de la GGR ni partie de la classe Chichester. Et sur le classement de la Golden Globe Race, le classement officiel, le premier actuellement. Alors au bout d'un mois, c'est marrant parce que donc la première semaine, on a eu Marc Slat, Uku Randma, Jean-Luc Vandened et Philippe Péché qui ont échangé un petit peu les places de premier. Après, c'est Philippe Péché qui a trusté la première place jusqu'à aujourd'hui, où c'est Jean-Luc Vandened qui, grâce à son petit décalage dans l'Est, en fait, est le plus proche de la route directe. Donc ça lui permet aujourd'hui d'être premier au bout d'un mois de course. C'est un beau symbole, que le doyen de la course soit premier aujourd'hui. Mais enfin bon, tout ça est assez relatif parce que les classements sont établis par rapport à la route directe, et on sait bien que la route directe en course à la voile et notamment au large, c'est quelque chose de très relatif parce qu'il y a tous les éléments et toutes les stratégies météorologiques qui pondèrent beaucoup ça, parce que on peut être premier sur la route directe et puis se faire déborder 3 jours après. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir Jean-Luc Vandened, le skipper sacré, en tête de cette Golden Globe Race édition 2018. Oui, et puis on peut parler aussi de Suzy Goodall qui fait une très très belle course. C'est vraiment là on va vraiment rentrer dans une phase qui va être un petit peu plus intense quand même, parce que là jusqu'ici il n'y a pas eu vraiment de difficultés météorologiques. Là on va rentrer dans des systèmes météo un petit peu moins accueillants et là on va vivre la tension de la course d'une façon un petit peu différente.
Et justement, pour parler de la suite de la course, on va accueillir Don McIntyre, voilà, l'organisateur de cette Golden Globe Race. Hello. Bonjour Don. Bonjour monsieur, comme allez-vous s'il vous plaît, ça va? So Don, what do you think about the last month, the first month of of this race? It's great. I mean, it's happening, it's real, and it's in a way as we expected. We knew we would lose boats on the way, yeah. And that's natural. So it's sad, but it's okay. It's part of the challenge. Donc je demande à Don McIntyre, l'organisateur de cette Golden Globe Race 2018, ce qu'il pense du mois passé. Donc déjà, c'est la réalité de la course, ça y est, c'est réel, c'est ici, la course a lieu. Maintenant, il faut laisser libre cours à cette course. What about the next month? Well, you know, the first... Je demande donc à Don, je demande à Don, mais ce qui attend maintenant les coureurs et ce qu'ils pensent maintenant du prochain mois, du mois à venir dans cette course. Things are going to change. In about 2 weeks, they meet their first big weather. Donc les choses vont changer, hein, puisque dans les 2 prochaines semaines, ils vont rencontrer du mauvais temps, ils vont commencer à rencontrer le mauvais temps. And just like in the first race 50 years ago, only the strong even survived that first little bit under Cape Town. So we may lose another 1-2 boats, maybe. Donc exactement comme il y a 50 ans, eh bien, le mauvais temps va arriver, notamment avec l'approche de Cap de Bonne-Espérance. Donc il est possible de perdre malheureusement 1 ou 2 participants qui risquent d'être obligés d'abandonner dans ces mauvaises conditions. And for us, that's again the way these challenges go. And for me personally, it means that we will have the best of the best tackling the Southern Ocean, and that's what we need. Ouais. Donc, et pour Don, là, personnellement, maintenant, ce qu'il ressent, c'est qu'il va rester vraiment le meilleur du meilleur à l'issue de ses navigations dans ces mers du Sud. Yeah. Thank you very much, Don. Good to see you again. Juste un point quand même, parce que nous sommes au Sable d'Olonne, là. Nous sommes à Port-Olona, au cœur de l'agglomération des Sables d'Olonne, et pendant ce mois de juillet, il s'est passé beaucoup de choses au niveau du nautisme, notamment le mondial J80 qui est organisé ici par les Sports Nautiques Sablais, qui a vu la victoire des Espagnols, l'équipe des Canaries menée par Raiko Tabares, une 5e victoire dans le mondial J80, bravo à eux. Les Sables, les Açores, les Sables en mini 650, 7e édition de cette course qui se court actuellement, organisée par les Sables d'Olonne Vendée course au large. François Jambou est arrivé premier hier sur son mini 865 après 9 jours et 1 heure de course. C'est également, puisqu'il y a beaucoup d'actualités au Sables d'Olonne, le départ de Norbert Sedlacek, c'était le 29 juillet dernier, qui est parti dans son projet Antarctic Lab, cette navigation par les 2 pôles. Il est parti le 29, suivez son actualité sur son site antarcticlab.com. Et enfin, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le 60 pieds Artipole Lamicaline d'Arnaud Boissière. Arnaud qui vient de se qualifier pour la route du Rhum qui partira en novembre de Saint-Malo, ainsi que Manuel Cousin sur son groupe C1, Manuel qui a fini 8e de la Dream Cup. Beaucoup d'actualités nautiques au Sable d'Olonne. Restez connectés bien sûr à la Golden Globe Race, nous reviendrons régulièrement vous donner de l'information. Merci beaucoup Don. Merci beaucoup. Merci Christophe. Avec plaisir. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.